ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Péberlan. Vous gardez souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. L'annonce avait fait l'effet d'une bombe. En septembre dernier, le nouveau maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, annonçait le retrait du traditionnel sapin de Noël de la place Péberlan. Si l'annonce a fait autant de bruit, c'est parce que les Français sont très attachés à ce conifère. Selon le dernier rapport Kantar TNS, près d'un quart des foyers français ont acheté un sapin de Noël en 2019. Cela représente 7 millions de sapins. Parmi eux, une écrasante majorité, 6 millions, sont des sapins dits naturels. Mais ces sapins, ils viennent d'où au juste? Plus d'un quart de ces sapins poussent en Bourgogne et plus précisément dans le Morvan. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve l'association française du sapin de Noël naturel qui fédère une partie de ses producteurs. Et si je vous parle de cette association, c'est parce que c'est elle qui a permis de définir les producteurs de sapins comme des agriculteurs. En effet, les sapins que vous achetez proviennent de grands terrains agricoles et ne sont pas prélevés dans la forêt. Alors, comment elle se passe cette culture de sapin? Il y a des gens qui sont en bio, il y a des gens qui sont en agriculture biologique, en agriculture raisonnée, et il y en a qui sont en conventionnel, avec toutes les tendances, aussi bien en taille d'exploitation que en méthode de production qu'en méthode de commercialisation. L'agriculture conventionnelle reste la plus pratiquée dans la filière. D'après l'association, celles et ceux qui la pratiquent traitent en moyenne 2 à 3 fois par an un sapin. On est très loin des 10 traitements par an, comme ce qui avait été annoncé. Un sapin a été traité plus de 100 fois dans sa vie. Non, c'est complètement faux, quoi. C'est complètement faux. Des données que nuance Jean Fournel, producteur de sapins de Noël bio à Jonzieux dans la Loire. Si on se limite à 2 traitements par an, la durée de vie d'un arbre étant d'une dizaine d'années, l'arbre aura reçu 20 traitements. Alors, ils ne sont pas tous la même année. Quand votre parcelle est développée, il n'y a quasiment plus besoin d'intervenir. Après, tout dépend ce qu'on appelle traitement. C'est très contestable tout ça. Les apports azotés, par exemple, ils ne les comptent pas quand ils comptent traitement. Pour moi, c'en est un. On met de l'azote chimique, de l'azote qu'on remonte du fin fond des mers, on l'étale à la surface, on le met dans l'eau, dans nos rivières. C'est un traitement pour moi. Pour eux, non. La filière a recours, comme partout ailleurs, à toutes sortes de produits phytosanitaires pour le traitement des cultures de sapins. Et comme ailleurs, les conséquences sur l'environnement et notre santé sont bien réelles. En 2019, Roger Prigent, un apiculteur du Morvan, a tiré au fusil sur la cave d'épandage de pesticides de son voisin qui cultive le sapin. L'homme remettait en cause l'utilisation de ces produits qui auraient provoqué la mort d'un grand nombre de ses abeilles, racontait à l'époque le journal en ligne Reporter. En 2016, un article de France Bleu Bourgogne rapportait que des analyses d'un captage d'eau potable dans une commune du Morvan avait révélé des traces de diclobénil, un puissant herbicide possible cancérogène. Une pollution dite rémanente. Mais en 10 ans, Vincent Huys l'assure, la filière a eu le temps de s'améliorer et cherche toujours à le faire. Volontairement dans l'association, on a fait le choix d'abandonner certaines molécules donc qui ne sont plus utilisées, de passer à des techniques alternatives, que ce soit de l'enherbement interrant, du désherbage mécanique, du paillage, l'utilisation de moutons ou de choses comme ça. Mais des produits comme le glyphosate sont toujours utilisés. Des méthodes que ne cautionnent plus certains producteurs comme Jean Fournel qui a fondé début 2020 l'association des sapins bio de France. Mais quelle est la différence avec les autres sapins naturels? Un sapin bio, en fait, c'est simplement un arbre comme les autres qui a poussé sans pesticides. Voilà, c'est la seule différence. C'est simplement des méthodes de production qui sont différentes. On arrive au même résultat. Pour autant, les producteurs de sapins bio sont aujourd'hui une minorité en France puisque seulement une petite dizaine pratiquent sa culture. Un sapin bio coûte en moyenne 10% plus cher à produire qu'un sapin naturel en conventionnel. Un coût qui influe évidemment sur le prix de vente. La course au sapin parfait pour être certain de le vendre n'aide pas non plus à l'essor du bio, car le sapin bio a quelques défauts esthétiques. Un facteur qui peut évidemment jouer au moment de la vente, même si là encore, Jean Fournel relativise. On va dire que le champignon, il y a des champignons qui affectent les cultures de sapin de Noël, par exemple, qui affectent les aiguilles. Les aiguilles vont rougir, des choses comme ça. Nous, on va laisser faire. Et c'est pas dramatique pour l'arbre, c'est quasiment visuellement, si les clients ne le savent pas, ils ne le remarquent même pas. Le modèle du sapin bio est donc financièrement moins avantageux pour le producteur. Une philosophie qu'il faut accepter au moment de se lancer. La base de l'agriculture biologique, c'est d'accepter la perte. Chaque arbre planté ne sera pas un arbre vendu. Si la pression parasitologique est trop forte, eh bien, je perds des cultures. En agriculture conventionnelle, je traite. Car comme partout ailleurs, le monde du sapin, c'est aussi une affaire d'argent. Selon Kantar TNS, la filière a généré en France en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 160 millions d'euros pour un total d'environ 800 producteurs. Planter du sapin rapporte, surtout aux grands producteurs. Mais là encore, ce modèle a ses limites. Je produis 3000 arbres.
je suis en capacité de les couper en 10 jours. Si je produisais 100 000 arbres, il me faudrait 45 jours. Donc je commencerai à couper début octobre. Et ça, c'est irréfutable. Derrière, ça veut dire que votre arbre, il arrive chez vous et que le lendemain, il commence à sécher. C'est normal, il est déshydraté complètement. Cela ne vous a sûrement pas échappé, les questions environnementales sont de plus en plus présentes dans le débat public. Une réalité qui pousse la filière à la création de nouveaux labels et autres certifications. Mais concrètement, qu'est-ce que tout cela vaut? C'est louable parce que on fixe des cahiers des charges. Le problème étant que c'est ceux qui le font qui écrivent le cahier des charges. Finalement, un label est une société privée et en fait, vous créez un objectif et après, vous vous autocontrôlez. Voilà. C'est assez contestable comme méthode, on va dire. Mais le label biologique n'est pas non plus un label parfaitement hermétique et de mon point de vue, je ne suis pas assez contrôlé. Difficile donc pour le consommateur de se retrouver dans cette jungle de sapins. Pour autant, des choses simples à savoir permettent de réduire son impact sur l'environnement au moment de votre achat. D'abord, la production d'un sapin naturel générera toujours moins de CO2 que celle d'un sapin artificiel. Selon une étude québécoise parue en 2009, il faudrait conserver son sapin artificiel plus de 20 ans pour inverser ce bilan carbone. Car le sapin naturel est recyclable et dans la majorité des cas n'est pas acheminé de l'autre bout du monde. Ensuite, si vous ne voulez pas avoir d'arbres morts chez vous, vous pouvez toujours louer votre sapin. Oui, certaines sociétés proposent ce genre de solution le temps des fêtes. L'arbre est fourni en pot avec ses racines et pourra donc être replanté une fois restitué. Enfin, si la simple vision d'un conifère chez vous vous effraie, vous pouvez toujours créer votre propre sapin. En carton, en bois et même avec des livres. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.